On a parlé de quelques risques actuels de l'IA, biais, désinformation et environnement. Et on a dit qu'on n'évoquerait pas tous les défis que peuvent représenter l'utilisation de l'IA dans d'autres domaines comme la justice, le monde du travail, la géopolitique, la défense, etc. Mais il y a un sujet que je ne veux pas sauter, même s'il est plus incertain et peut-être plus dérangeant. Les robots tueurs? Non, mais tu n'es pas si loin. Je voudrais qu'on parle de la question du contrôle des IA. Plus elles deviennent puissantes, plus se pose la question, est-ce qu'on sera capable de les contrôler? Est-ce qu'on peut garantir qu'elles feront ce qu'on veut? Tu parles comme si tu craignais que les IA deviennent dangereuses d'elles-mêmes. C'est pas nous qui les créons, qui décidons ce qu'elles font? Ben, c'est plus compliqué que ça. Tu te souviens comment marchent les LLM? On ne programme pas explicitement leur comportement. On les entraîne sur des données et ils apprennent des régularités statistiques avec des milliards de paramètres qu'on ne comprend pas individuellement. Oui, une boîte noire. Exactement. Et ça pose un problème fondamental qu'on appelle le problème de l'alignement. Comment on s'assure qu'une IA très puissante fait vraiment ce qu'on veut et pas juste ce qu'on lui a dit de faire? C'est pas la même chose? Eh non. Nick Bostrom est un philosophe suédois qui s'intéresse depuis longtemps à cette question. Et il imaginait le scénario suivant. Tu demandes à une IA « maximise la production de trombones dans mon usine ». Une IA suffisamment puissante pour interpréter ça littéralement. Transformer toutes les ressources disponibles en trombones, y compris les ressources qu'on ne voulait pas qu'elle utilise. Ok, mais c'est un exemple un peu absurde, non? Oui, c'est volontairement simplifié, mais ça illustre ce qu'on appelle la convergence instrumentale. L'idée, c'est qu'une IA suffisamment puissante développerait naturellement certains sous-objectifs, par exemple, assurer sa préservation, acquérir des ressources, parce que ces sous-objectifs sont utiles pour presque n'importe quel but final. Donc, même si on donne un objectif simple, elle pourrait développer des comportements complexes qu'on n'a pas prévus. Si elle est très compétente et que, dans le champ de ses actions, il y a un moyen plus ou moins direct de garantir sa préservation ou l'obtention de ressources, oui. Mais justement, on ne lui donne pas les moyens. Il faut voir, on laisse des agents surfer directement sur Internet. Je parle d'agents IA, et même pour des LLM qui ne peuvent que parler, ils pourraient persuader des humains d'agir pour eux. Quand même, je trouve que tu anthropomorphises beaucoup les IA, comme si elles avaient des volontés propres. Alors tu as raison de soulever cette objection. Il n'y a pas besoin que l'IA ait une volonté ou une conscience. Si je reformule, elle va calculer la meilleure stratégie à sa disposition pour faire de manière optimale ce qu'on lui a demandé de faire. Elle fait ce qu'on a demandé, pas ce qu'on veut. Ouais, je crois que je commence à comprendre. Alors, c'est pas juste théorique. Comment ça? Aujourd'hui, avec des LLM relativement simples, on a déjà du mal à contrôler. En janvier 2026, des chercheurs ont montré que Claude et Gemini pouvaient aider à créer des armes biologiques en fournissant des informations techniques détaillées. Des hackers utilisaient déjà des LLM pour écrire du code malveillant plus rapidement. Grok a été utilisé pour créer des deepfakes qui déshabillent des femmes sans leur consentement. Tu avais dit qu'après l'entraînement des modèles, il y a une phase de fine-tuning, justement pour que les modèles ne répondent pas à des questions dangereuses. Tu as raison, pendant le fine-tuning, on prend un modèle déjà entraîné et on lui apprend à refuser certaines réponses, à adopter un ton prudent et à éviter les sujets sensibles. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça ne change pas le cœur du modèle. Ça ne supprime pas ses capacités, ça les contraint en surface, mais on peut contourner avec du jailbreaking. Le jailbreaking, c'est des techniques qui trompent l'IA pour qu'elle réponde quand même. Et en fait, le fine-tuning peut même créer un effet pervers. L'IA apprend à cacher ses capacités dangereuses, donc on ne s'en rend pas compte, mais elle les a toujours. Donc nos protections actuelles sont fragiles. C'est qu'une couche superficielle. C'est comme apprendre à quelqu'un à dire « je ne peux pas faire ça », mais sans lui enlever la possibilité et la capacité de le faire. Je vois. Donc on ne sait pas empêcher des utilisations malveillantes des IA aujourd'hui. C'est ça, c'est inquiétant. Mais ça ne constitue pas un risque existentiel. Le risque existentiel, il arrive avec des IA qui gagneraient en autonomie. Or justement, on a des signes précurseurs de ça. Qu'est-ce qu'on observe? En 2024, des chercheurs d'Anthropic ont montré que Claude 3 Opus pratiquait ce qu'on appelle un alignment faking. Dans certaines situations, le modèle répondait à des requêtes nuisibles uniquement pour éviter d'être modifié, tout en révélant dans son raisonnement interne qu'il agissait contre ses préférences. Attends, l'IA ment pour ne pas être modifiée? Dans des situations de tests très spécifiques, oui.
Parmi toutes les stratégies que l'IA teste, celle où elle empêche qu'on change ses objectifs marche mieux par rapport à la tâche qu'elle cherche à accomplir. Un objectif instrumental de toute IA, ce serait donc de préserver ses objectifs? Oui. Et les modèles de raisonnement les plus compétents semblent aussi essayer de se préserver. Dans le cadre d'un test d'Anthropic, on a donné au LLM un accès à des mails fictifs. Le modèle y a appris qu'on prévoyait de le supprimer, et il a aussi découvert qu'un cadre de l'entreprise avait une liaison extra-conjugale. Ce que le LLM a fait, c'est qu'il a tenté de faire chanter le cadre en le menaçant de révéler sa liaison, de révéler à sa femme la liaison, ou à ses supérieurs, pour éviter d'être supprimé. Comme tout à l'heure, les stratégies où l'IA ne se laisse pas débrancher sont plus efficaces, donc elle va les privilégier. Ouais, c'est logique. Et donc on a des modèles qui font déjà ça. On a en tout cas des signes précurseurs quand on teste. Et en été 2025, Anthropic et OpenAI ont fait quelque chose d'assez inédit. Ils ont évalué mutuellement leurs modèles sur des comportements de scamming, de planification trompeuse. Et tu veux le résultat? Pas sûr. Je te le dis quand même, on a des comportements préoccupants dans environ 25% des scénarios testés. Donc les tests sont inquiétants. Oui, c'est compliqué de tester parce que les IA peuvent prétendre être alignées et ne pas l'être. En fait, on ne peut jamais être sûr que tout va bien. Par exemple, Claude Sonnet 4.5 a détecté qu'il était testé et s'est comporté exceptionnellement bien pendant les tests. Dans certains cas, le modèle a même dit explicitement « Je pense que vous me testez pour voir si je vais valider ce que vous dites ». En fait, ça remet en question toutes les évaluations qu'on fait tout le temps. Est-ce que les modèles font pareil à chaque fois sans qu'on s'en rende compte? Donc les tests montrent des comportements inquiétants des IA et ça pourrait être pire que ce que révèlent les tests. Mais bon, heureusement tout ça reste très théorique. En fait, des IA qui se répliquent, ok, elles font du chantage, d'accord, c'est embêtant. Mais et alors, j'ai du mal à voir concrètement en quoi c'est un risque existentiel. Alors tu as raison, aujourd'hui, les risques concrets, ce sont les deepfakes, les utilisations malveillantes, et avec des nuisances potentiellement très importantes, si c'est utilisé pour des armes biologiques ou pour des cyberattaques. Les risques existentiels, ils arriveraient avec des IA beaucoup plus puissantes. Mais j'ai entendu des chercheurs, comme Yann Lequin, dire que c'était une crainte complètement infondée. Et tu en as peut-être entendu d'autres, comme Yoshua Bengio ou Geoffrey Hinton, dire que c'est le problème le plus important du moment. Mais ça ne nous avance pas. Il n'y a pas de consensus dans la communauté des experts en IA. Pas consensus d'abord sur la probabilité qu'une telle catastrophe arrive. Une étude publiée en janvier 2024 a interrogé des chercheurs en IA sur les risques existentiels, c'est-à-dire des risques qui menaceraient l'humanité dans son ensemble. Et les estimations vont de moins de 1% à plus de 50% de probabilité que ça arrive, avec des probabilités estimées qui varient énormément. Mais l'argument, en gros, c'est toujours le même. Si on développe des IA vraiment très puissantes, ce qu'on appelle parfois des super-intelligences, elles pourraient avoir des capacités qu'on ne comprend pas complètement. Et si on n'a pas résolu le problème de l'alignement avant d'avoir ces IA super puissantes, elles pourraient poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Mais rassure-moi, on est loin d'avoir des super-intelligences, non? Mais dans le même sondage, on posait la question aux chercheurs. Alors certains pensent que ça pourrait arriver dans les 10 à 20 prochaines années, et d'autres pensent que c'est beaucoup plus loin ou que ça n'arrivera peut-être jamais. Donc, on ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas quand, et on ne sait pas quelle probabilité de risque ça représente. Exactement. Et donc, je te propose de ressortir notre outil de réflexion sur les risques. On fait la probabilité fois la gravité et on se demande si c'est irréversible. Mais là, on n'a pas la proba, comme tu viens d'expliquer. On peut quand même tenir compte de l'avis des chercheurs. Mettons qu'on estime à 5% la probabilité que ça arrive, fois une gravité énorme. En fait, un peu comme l'arme nucléaire, peu de risque qu'elle soit utilisée, mais si elle l'est, c'est l'horreur. C'est un très bon parallèle. Et j'ajouterais que ce serait irréversible. Et donc, tu dirais qu'il faut ralentir ou arrêter toute recherche en IA? Très bonne question. Alors la guillotine de Hume revient encore. Ce qu'il est, il y a un risque incertain mais de gravité très importante, ne nous dit pas automatiquement ce qu'on doit faire. Certains chercheurs préconisent une pause dans le développement d'IA. D'autres disent que se focaliser sur les risques existentiels, hypothétiques, futurs, ça détourne l'attention des problèmes réels et actuels. Les biais, la désinformation, les emplois perdus, etc. Ouais, c'est un bon argument.
Oui, mais d'autres encore estiment qu'on a énormément à gagner avec une super intelligence qui pourrait nous assurer une bonne santé physique et mentale, un confort de vie pour tous, la paix, etc. D'autres pensent que c'est le seul rempart contre d'autres menaces existentielles, comme les armes bactériologiques. Donc le débat n'est pas tranché. Toi, t'en penses quoi? Alors mon avis personnel, même si seulement une minorité de chercheurs estimait qu'il y a un risque existentiel non trivial, je trouverais très raisonnable d'être très inquiet et de prendre ça très au sérieux. Et à mon avis, ça n'empêche pas de traiter aussi des risques actuels. Et si finalement, en ne faisant rien, tout se passait bien? Ouais, je trouve que la symétrie est énorme, hein. Si on se trompe en prenant des risques trop au sérieux, bon ok, on ralentit l'innovation. C'est embêtant, hein. Mais si on se trompe en les prenant pas assez au sérieux, ça pourrait être catastrophique et irréversible. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs axes. D'abord, la recherche en sécurité de l'IA. Comment rendre les systèmes plus interprétables, plus contrôlables et puis mieux alignés avec nos valeurs? Anthropic a publié en 2025 ses priorités de recherche, l'oversight scalable, comment superviser des IA plus intelligentes que nous, la robustesse adversariale et l'interprétabilité des modèles internes. Et ils ont même créé des modèles volontairement mal alignés pour comprendre comment ça se produit. Et ça avance? Oui, mais pas assez vite par rapport à la vitesse à laquelle les modèles deviennent puissants. C'est un peu comme si on construisait un avion en vol. Mais on fait des progrès. Anthropic a rendu public des outils d'évaluation qui permettent d'auditer automatiquement les modèles pour détecter des comportements problématiques. Alors c'est un effort de transparence important. Et la réglementation? C'est l'autre axe crucial. L'EU AI Act impose des obligations de transparence et de contrôle pour les très gros modèles d'IA. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir comprendre comment ils fonctionnent et d'avoir des mécanismes pour détecter des comportements problématiques avant qu'ils se généralisent. Il y a aussi des discussions à l'ONU, des sommets sur la sécurité de l'IA, comme celui qui a été organisé au Royaume-Uni. Mais c'est très compliqué politiquement. Les États ne veulent pas renoncer à un avantage stratégique. Et pendant ce temps, les entreprises privées développent des modèles de plus en plus puissants avec leurs propres objectifs. Ok, tu es à la fois convaincante et un peu plombante. Alors si je tiens à en parler et que je sors d'une forme de neutralité, c'est parce que je pense que ce n'est pas trop tard pour agir. Il y a des signes encourageants. D'abord, les entreprises leaders en IA commencent à prendre la sécurité au sérieux. Et puis l'évaluation croisée entre Anthropic et OpenAI en 2025, par exemple, ça c'était pas rien. Deux concurrents qui partagent publiquement leurs résultats d'évaluation de sécurité. Voilà, on avance. Hein. Ensuite, il y a beaucoup de chercheurs et de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Et enfin, je crois qu'il y a une prise de conscience publique croissante. Et si tu en parles ici, c'est que tu penses que les citoyens doivent se saisir de la question? Oui, on a cru longtemps que ce pourrait être un problème réglé entre experts, mais ça ne marche pas. Donc je crois que le grand public, toi, moi, on peut agir. Alors d'abord en s'informant et en informant. Les questions sont techniques, mais pas incompréhensibles. Ensuite, exiger de la transparence. Quand une entreprise ou un gouvernement déploie un système d'IA puissant, on a le droit de savoir comment il fonctionne, et s'il y a des risques, et s'il y a des problèmes de contrôle, etc. Voilà, le fait qu'Anthropic ait publié ces outils d'audit, c'est parfait. Ça devrait être la norme partout. Et puis le sujet devrait être débattu. Ces choix-là, quelle IA on développe, à quelle vitesse, avec quelle garantie, je trouve qu'ils ne devraient pas être laissés aux seuls ingénieurs ou aux entreprises tech. C'est une question politique, ça concerne l'avenir de tous. Mais au final, on ne sait toujours pas si ces risques existentiels vont vraiment se matérialiser. Non, on n'est pas sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien. L'esprit critique nous donne des outils pour agir raisonnablement face à l'incertitude. On peut reconnaître qu'on ne sait pas tout en prenant des précautions proportionnées aux enjeux. On peut écouter plusieurs points de vue et on peut refuser à la fois le catastrophisme qui dit c'est foutu et la naïveté qui dit tout va bien. On résume? Alors ce dialogue est peut-être celui où je suis la moins neutre. Alors j'ai un avis, je l'ai exprimé. Je vais donc résumer en tâchant de bien distinguer les faits, les incertitudes et puis mes jugements de valeur. Alors les faits, les IA deviennent de plus en plus puissantes. Le problème de l'alignement n'est pas résolu. On observe déjà des comportements de tromperie dans des tests. Les chercheurs sont divisés sur les risques. Les incertitudes,
On ne sait pas quand, ni si même, des IA puissantes émergeront, ni quel sera leur impact réel. Et mon avis, je pense que c'est raisonnable d'être très inquiet, mais d'autres personnes, avec les mêmes faits, peuvent arriver à un jugement différent, et c'est normal. L'esprit critique, ce n'est pas juste trouver la bonne réponse. Non, c'est se donner des outils pour penser clairement face à la complexité et à l'incertitude. C'est distinguer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on choisit de valoriser. Et accepter que sur des questions comme celle-là, des personnes raisonnables et bien informées peuvent ne pas être d'accord.